Comment s'exerce la justice transitionnelle? Se poser cette question à propos de la justice transitionnelle conduit à faire le constat d'une pluralité d'objectifs et d'une diversité de moyens. Quels sont les objectifs de la justice transitionnelle? La justice transitionnelle repose sur la combinaison de 4 piliers formalisés par le juriste français Louis Joinet en 1997, sans lesquels son effectivité serait sérieusement compromise. Ces piliers sont autant de droits reconnus aux victimes: le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-répétition. Par le droit à la vérité est affirmée la possibilité pour toutes les victimes ainsi que pour l'ensemble de la société de connaître la réalité des crimes et pratiques de l'Ancien Régime. Le droit à la justice ensuite implique que toutes les victimes puissent obtenir un procès et la condamnation des auteurs des violences commises. Le droit à la réparation oblige à la réparation du préjudice de chaque victime. Ces réparations peuvent être collectives ou individuelles, matérielles ou symboliques. Les garanties de non-répétition, enfin, sont des mesures juridiques, politiques et sociales nécessaires pour prévenir la répétition des violences passées. La mise en œuvre de ces 4 piliers suppose une pluralité de moyens et d'instruments. Quels sont les instruments de la justice transitionnelle? Pour satisfaire les objectifs de la justice transitionnelle, 3 types de réponses ont été mises en œuvre. La première réponse est judiciaire et pénale. C'est l'origine même de la justice transitionnelle. Puisqu'il s'agit de juger les auteurs des crimes jusque-là protégés par leur position au sein de l'Ancien Régime, il convient d'organiser des procès renouant avec l'exercice de la justice. 3 types de juridictions peuvent y être impliquées. Les juridictions pénales internes, tout d'abord. Elles peuvent être soit de droit commun, soit créées pour la circonstance. Des juridictions pénales étrangères peuvent également se saisir de ce type de contentieux par l'intermédiaire des mécanismes de compétence universelle. Sur le modèle du tribunal de Nuremberg, des juridictions internationales, composées de magistrats étrangers, peuvent également être mises en place. Elles siègent le plus souvent en dehors du pays où furent commises les violences. C'est ainsi que sont nés en 1993 le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et en 1994 celui pour le Rwanda, créé par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Plus tard, en 1998, fut adopté le statut de Rome, instituant une cour pénale internationale, siégeant depuis 2002 et qui peut participer elle aussi à ce contentieux. Enfin, des juridictions mixtes, internationalisées, composées pour partie de juges internationaux et de magistrats locaux peuvent être constituées. Ce fut le cas notamment en Sierra Leone, au Cambodge, au Timor oriental, au Kosovo ou au Liban. Le deuxième instrument observable est paradoxalement l'adoption de lois d'amnistie. Elles ont pour objectif l'adhésion de tous les acteurs au processus et la promotion d'une politique de réconciliation. Affirmée dans le cadre de la transition espagnole à la fin du régime franquiste, l'amnistie est désormais condamnée par un très grand nombre d'acteurs et de principes internationaux. Elle reste toutefois régulièrement utilisée sous la forme de mesures limitées ou d'amnistie totale. Enfin, des mesures et des instruments intermédiaires sont nés face aux difficultés et face à la complexité de certains contextes politiques. Plusieurs pratiques ont été mises en œuvre. L'épuration des forces de sécurité, des formes traditionnelles de justice, comme les tribunaux Gacaca au Rwanda, qui furent associés au jugement des génocidaires. Toutefois, ce sont les commissions vérité et réconciliation qui sont l'incarnation même de ces mécanismes hybrides. Selon la définition d'Étienne Jodel, ces commissions sont composées d'experts indépendants, mandatés par l'État ou par des institutions internationales pour statuer sur une période limitée. Elles ont pour mission d'enquêter sur les violations massives des droits de l'homme commises durant une période déterminée du passé. Leur fonction est de recueillir des témoignages ainsi que de proposer des réparations et des mesures de non-répétition et de réconciliation dans les rapports qu'elles remettent aux autorités. Les commissions Vérité et Réconciliation se sont bâties sur le modèle désormais célèbre de la Commission Vérité d'Afrique du Sud. Créée en 1995, elle avait pour mission de promouvoir l'unité nationale et la réconciliation. Pour atteindre cet objectif, elle pouvait, outre la reconnaissance des crimes commis durant la période de l'apartheid, accorder l'amnistie aux auteurs des violences en contrepartie de leur témoignage complet. Cette dernière fonction a été particulièrement marquante de l'impact spécifique des commissions Vérité dans la justice transitionnelle. Ce modèle est aujourd'hui extrêmement développé, on compte plusieurs dizaines de commissions de ce type dans le monde, et pour beaucoup d'observateurs, il est l'incarnation de la spécificité et de la complexité de la justice transitionnelle. En conclusion, la diversité de ces instruments, révélatrice de la richesse de la justice transitionnelle, peut parfois dérouter les observateurs qui peuvent y voir 2 types de contradictions. C'est d'abord la cohérence de la justice transitionnelle qui est discutée. La justice transitionnelle repose sur une dualité fondamentale. Il s'agit non seulement de rendre la justice et de réparer les dommages subis, mais aussi de réconcilier et de reconstruire.
L'exercice de la vérité et de la réparation peut rentrer en collision avec les exigences de la non-répétition. Au-delà même, c'est l'existence de la justice transitionnelle qui est parfois contestée, parce qu'elle associe des outils très variés et des politiques généralement dissociées dans le temps. La justice transitionnelle est pour certains une prescription doctrinale et non une réalité effective. De plus, l'absence de sanctions ferait des commissions vérité des dispositifs extrajudiciaires, voire même antijudiciaires. Toutefois, ces contradictions soulignent la complexité et l'intérêt de la justice transitionnelle sans la remettre en cause. Destinée à répondre à des formes de violence extrêmes, auxquelles le droit classique a été impuissant à faire face et parfois même complice, pour reprendre le mot d'Antoine Garapon, la justice transitionnelle tire sa légitimité de ces difficultés. Plus ces conditions d'exercice semblent difficiles, plus son existence apparaît nécessaire.